Télé 50, simplement congolais. Trois principaux titres pour ces journaux. Le pourparler des Doha reprennent enfin. Kinshasa et l'AFC M23 ont rendez-vous en Suisse du 13 au 17 avril pour évaluer les deux accords déjà signés. L'enjeu de la rencontre, relancer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La jeunesse de l'UNICE a mobilisé des milliers de militants au terrain à Sosa hier samedi à Kassavubu lors d'un grand meeting. Le parti de Vital Kamerhe a affiché son ancrage populaire, mot d'ordre, unité, discipline et soutien aux chefs de l'État et aux institutions du pays. Organisées au Pakistan, les négociations entre l'Iran et les États-Unis se sont achevées sans le moindre accord. Malgré plusieurs jours de pourparlers, les deux délégations n'ont trouvé aucun terrain d'entente sur les dossiers clés. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Après plusieurs semaines de suspension, les négociations des Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 reprennent en Suisse du 13 au 17 avril 2026. Les discussions doivent permettre d'identifier les blocages et de fixer un nouveau calendrier. Objectif affiché par les médiateurs, faire le bilan de l'application des deux protocoles déjà signés par le parti pour tenter de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces protocoles portent sur la cessation des hostilités et sur le mécanisme des désengagements militaires. À l'Assemblée nationale, après plusieurs ajustements et un long processus d'examen, la proposition des lois portée par la députée nationale Marie-Claire Kengo a finalement franchi une étape décisive en étant déclarée recevable, un aboutissement salué comme une avancée majeure dans la quête de la souveraineté alimentaire en République démocratique du Congo. Christian Kalonji. Déposée depuis l'année dernière, cette initiative législative n'a pas connu un parcours sans embûches. À plusieurs reprises renvoyé pour examen et réexamen, le texte a nécessité des améliorations substantielles avant d'obtenir l'aval de recevabilité. Au cœur de cette réforme se trouve une ambition claire, permettre à l'État congolais de mieux accompagner les agriculteurs locaux face à une production agricole jugée insuffisante et à une dépendance accrue aux importations. La proposition vise à renforcer les mécanismes d'appui aux cultivateurs afin d'accroître significativement la production nationale. La députée met en avant une réalité préoccupante, la persistance d'une carence alimentaire dans plusieurs régions du pays. Le changement de cette loi, c'est pourquoi ? C'est pour permettre à nos cultivateurs d'être aidés par l'État. Le but de ça, c'est ça. Parce qu'actuellement, il y a une carence alimentaire. Parce que nous ne produisons pas assez. Nous voulons limiter les importations. Que nous, Congolais, nous puissions produire suffisamment pour nourrir notre population. D'où les améliorations de cette loi, qui existe déjà depuis 2011. Il faut bien préciser pour que tout le monde puisse comprendre. Les produits stratégiques, ce sont les produits de base. Le maïs, le manioc, haricots, arachides, nous ne devons plus importer ça. La réforme s'appuie sur une loi existante depuis 2011 qu'elle entend moderniser et adapter aux défis actuels. Parmi les axes prioritaires figure la valorisation des produits dits stratégiques. Pour l'élu, ces produits ne devraient plus faire l'objet d'importations massives. En filigrane, cette proposition de loi s'inscrit dans une dynamique plus large de relance économique par l'agriculture, considérée comme un levier stratégique pour le développement du pays.
La lutte contre la corruption en République démocratique du Congo prend une nouvelle dimension grâce à une mobilisation conjointe des institutions publiques, de la société civile et des acteurs politiques pour Elodie Ntamu-Zinda, coordonnatrice nationale de Dignité Humaine ASBL. Cette mobilisation suscite un réel espoir, notamment la perspective de voir la République démocratique du Congo améliorer son image sur la scène internationale en matière de gouvernance. Reportage de Jenny Kayembe. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, une mobilisation multisectorielle autour de l'outil Tofongola Miso a été mise en place pour renforcer la lutte. Les députés nationaux Prosper Tundaka Songolo Kale et vice-président de la commission de lutte contre la corruption à l'Assemblée nationale a salué les efforts engagés à différents niveaux pour endiguer ces fléaux. Selon lui, plusieurs structures œuvrent de manière coordonnée au niveau de la présidence de la République. L'Agence des préventions et des luttes contre la corruption est en première ligne. Dans la sphère citoyenne et politique, des organisations telles que Dignité Humaine, ASBL, le Parlement des jeunes, ainsi que les conseillers municipaux contribuent activement à la sensibilisation et à l'engagement communautaire. Dans cette dynamique, un comité mixte a été mis en place, incluant également le réseau des parlementaires africains engagés dans la lutte contre la corruption. Point d'orgue de cette mobilisation, une caravane de sensibilisation organisée par Dignité Humaine ASBL qui s'est clôturée ces jours à Kinshasa. Cette initiative a permis, selon les organisateurs, de vulgariser un outil innovant baptisé Tofongola Miso, destiné à encourager la dénonciation des actes de corruption à travers le pays. Vulgariser l'outil que la Dignité Humaine a mis en place, qu'on appelle Tofongola Miso. Et Tofongola Miso, c'est l'outil que tout le monde qui a un téléphone Android doit installer dans son téléphone pour dénoncer tous les cas de corruption dans la société. Pour Elodie Ntamu-Zinda, coordinatrice nationale des dignités humaines ASBL, cette mobilisation suscite un réel espoir. Elle exprime sa satisfaction face aux progrès réalisés, notamment la perspective de voir la République démocratique du Congo améliorer son image sur la scène internationale en matière de gouvernance. Cette lutte est en unisson. Prenons-nous maintenant, tenons-nous les mains, serrons-nous les coudes, allons-y. Cette lutte va produire des fruits, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour des générations futures. Et notre pays sera développé. Nos routes seront construites, nos écoles, nos hôpitaux. Et voilà, nous mettrons fin même à la pauvreté, à la mauvaise hygiène qui nous gangrène. Nous voyons l'assainissement qui nous demande vraiment que nous puissions y aller ensemble. Et c'est là où nous aurons même les institutions stables. Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'apprête à franchir une étape décisive avec l'examen d'un projet de loi visant à protéger les lanceurs d'alerte. Ces textes devraient renforcer les dispositifs légaux en offrant des garanties à toute personne dénonçant des pratiques corruptives. Kinshasa a vibré samedi au rythme de la mobilisation de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise. Au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubu, des milliers de militants ont répondu à l'appel du parti cher à Vital Kamerhe. Cette démonstration des forces confirme l'ancrage et la vitalité de l'UNC, unité, discipline et soutien au président de la République et aux institutions du pays. Tel a été le message clé de cette grande activité. Une marée humaine, des drapeaux rouges et blancs à perte de vue, des chants militants et une ambiance électrique, le terrain à Sosa a refusé du monde. Cadres militants et sympathisants de l'UNC se sont donné rendez-vous pour la rentrée politique de la Fédération nationale des jeunes. Au cœur de cette mobilisation, un message: unité, engagement et fidélité aux institutions de la République, ainsi qu'au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo tolingaki totalisa na mokili ke jeunesse UNC ezali jeunesse moko etelema, jeunesse ya président Vital Kamerhe ezali jeunesse moko ezali debout. Biso ba jeune elongo na président Vital Kamerhe obaki na bomoko na sima ya président de la République Fatih Beton de Tokolonga pour Mboka. Dans son allocution, le président de la Fédération nationale des jeunes a rappelé le rôle central de la jeunesse dans le développement du pays aux côtés des femmes
considéré comme pilier du projet de société de l'UNC. Il a également salué la vision du président national du parti tout en réaffirmant la loyauté de la jeunesse envers les institutions. Pas le devoir, il y a qu'à travailler sur ma classe pour renforcer le parti Nabiso Ali Aliposo, le président Nabiso, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation qui intervient dans un contexte politique marqué par la consolidation de l'Union sacrée, où l'Union pour la nation congolaise entend jouer pleinement son rôle de deuxième force politique. Au-delà du discours, c'est aussi une démonstration de discipline et de fidélité qui a été observée notamment face aux défis internes et aux enjeux nationaux. Justement, on prit part à cette mobilisation qui marque la reprise officielle des activités de la Ligue des jeunes de l'Union pour la nation congolaise. L'interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi, et son adjoint en charge de la diplomatie et des relations publiques, Pierre Olombe. Organisée par la jeunesse nationale de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, cette activité de grande envergure donne le go des relances des activités politiques de ce parti sur les territoires nationaux. Plusieurs députés et mandataires de l'UNC ont pris part à cette messe politique où le secrétaire général Billy Kambale a signifié que l'UNC est dans l'Union sacrée et derrière le président de la République Félix Tshisekedi qui se bat corps et âme pour rétablir la paix dans la partie est de la RDC. Tour à tour, les responsables et les jeunes de l'UNC ont martelé sur les forces des jeunes de toutes les structures du parti de se ranger derrière Vital Kamerhe pour faire de la République démocratique du Congo une locomotive de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes là aux avril. Vous avez vu vous-même la mobilisation tous azimuts de la Fédération nationale des jeunes de l'UNC à cette grande messe politique. Un meeting qui a relancé les activités politiques de l'UNC sur l'étendue du territoire national. L'interfédération de l'UNC Lualaba, qui préside l'honorable Christian Massoudi, était présente pour rendez-vous avec une grande mobilisation accompagnée de son interfédéral adjoint Pierre Olombe. Le message a été bien clair, fédérer la force de la jeunesse nationale, fédérer les forces de toutes les structures de la jeunesse autour d'un seul idéal, derrière notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, qui soutient la vision de son excellence, monsieur le président de la République et haute autorité de référence de l'Union sacrée. Signalant que Christian Massoudi et Pierre Olombe, respectivement interfédéral et interfédéral adjoint de l'UNC Lualaba, ont répondu présents à cet événement par une mobilisation tous azimuts de leur base au cœur de la capitale congolaise. Les partis politiques membres de l'Union sacrée et les forces vives de Kananga ont marché hier samedi pour réclamer la révision de la Constitution. Au terme de la marche, ils ont déposé un mémorandum au gouverneur intérimaire Job Kaindama. Les forces vives du Kasaï central s'approprient le combat des révisions de la Constitution. Venus de plusieurs organisations ainsi que des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, dont la Convention des démocrates du peuple et la Fondation Barnabé Mwakadi, une marée humaine a été dans les rues samedi 11 avril 2026 en vue d'apporter le soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face au processus de la réforme constitutionnelle devenu désormais une nécessité historique. Pour l'honorable Jean Kaskatompa, président provincial de Kouadep, l'organisation de cette marche traduit les moyens légaux par lesquels le peuple centre-kassaïen a choisi de s'exprimer. Parti sous un soleil accablant, du rond-point Notre-Dame, en passant par l'avenue Lulua, puis le boulevard Lumumba, cette marche a eu pour point de chute les buildings administratifs où les messages de soutien adressés au chef de l'État a été lu et déposé au vice-gouverneur par l'honorable Joseph Kachama, élu provincial. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n'avez cessé de démontrer votre volonté de transformer profondément notre pays en plaçant l'intérêt général au-dessus de toute considération partisane. Dans cette dynamique, la révision constitutionnelle que vous proposez ne doit pas être perçue comme une simple réforme juridique, mais plutôt comme une nécessité historique visant à corriger les insuffisances constatées dans l'application de la Constitution actuelle, à renforcer l'efficacité de l'action publique et à garantir la meilleure gouvernance. Nous sommes convaincus que cette initiative s'inscrit dans une logique de progrès et de la consolidation de la démocratie. C'est dans ce contexte que les forces vives en province
ont pris l'initiative d'organiser une marche pacifique, citoyenne et républicaine, afin de manifester publiquement leur soutien à votre vision politique, réaffirmer leur adhésion au projet de la révision constitutionnelle, sensibiliser la population à l'importance de cette réforme, défendre les acquis démocratiques et institutionnels obtenus sous votre leadership. Pour sa part, le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende a, au nom du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, en mission, rassuré de l'adhésion massive de sa population à cette initiative. La révision ou le changement de la Constitution, c'est le souhait de tous les acteurs kassaïens. Et cette marche est la démonstration pure et simple des attentes de la population du Kasaï central. Par cet exercice constitutionnel, les forces vives du Kasaï central ont également réaffirmé leur loyauté au président de la République pour sa vision vers la stabilité et la grandeur du pays. L'école virtuelle RDC dotée des salles équipées d'une connexion haut débit et des dizaines d'ordinateurs neufs a été officiellement inaugurée hier samedi à Kinshasa en présence des partenaires institutionnels, d'acteurs éducatifs et de plusieurs invités des marques. L'objectif affiché est triple, démocratiser l'accès au savoir en brisant les barrières géographiques et financières, moderniser les méthodes d'apprentissage grâce aux outils numériques et former une jeunesse congolaise compétitive sur le marché de l'emploi national et international. La cérémonie d'inauguration a réuni invités des marques, partenaires et plusieurs acteurs éducatifs. Après la prière de l'abbé Jean-Pierre Nkombe, l'hymne national et les mots des bienvenus du préfet José Bokolo, les coordonnateurs et chargés des communications Glodave Boloy Belongo de l'école virtuelle RDC a pris la parole. L'enseignement numérique est aujourd'hui un levier de développement durable. En unissant le numérique et la pédagogie, nous bâtissons un pont solide entre le rêve de nos jeunes et les réalités du marché de l'emploi. Pour lui, ce lancement ouvre une ère nouvelle pour l'enseignement en République démocratique du Congo. L'école virtuelle EVRDC veut ainsi démocratiser l'accès au savoir, moderniser l'apprentissage et préparer une jeunesse compétitive. Pour nous, l'objectif principal, c'est d'aider tous les Congolais à avoir un accès facile à l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus de 100 millions de Congolais, mais beaucoup de Congolais ont des difficultés d'accéder à la formation de qualité au moyen des cours. Voilà pourquoi l'école virtuelle est venue faciliter cet accès pour les gens qui sont en province, à Mbandaka, à Mbazangungu, partout. Vous avez l'opportunité de faire partie de l'école virtuelle et de bénéficier de nos formations. Nous saluons cette grande initiative de son promoteur, le professeur Robert Bosonsa, un Américain mais d'origine congolaise, qui a voulu à ce que son pays d'origine puisse bénéficier aujourd'hui de cet élan international en matière d'éducation ici en République démocratique du Congo. Intervenant à distance depuis les États-Unis, les promoteurs de l'EVRDC, le professeur Robert Bosonsa, a tenu à préciser aux invités les objectifs de sa plateforme. Il a détaillé l'apport concret de l'EVRDC à l'éducation congolaise. Nous venons innover et vous allez voir que les choses vont très bien évoluer. C'est vraiment une valeur ajoutée juste et les chefs de l'État ne peuvent qu'en être très fiers avec cette innovation. L'assistance à cette cérémonie inaugurale a visité les installations de l'école virtuelle RDC. Tout est fin prêt pour accueillir les apprenants. Salle équipée, connexion haut débit et plusieurs dizaines d'ordinateurs neufs mis à la disposition de tous. Les postes de travail sont connectés, les logiciels éducatifs déjà installés et une équipe technique reste mobilisée pour accompagner les premiers inscrits. D'une actualité à une autre, les communicateurs soutenant et accompagnant les actions et la vision du président de la République se sont réunis pour réfléchir aux grandes questions de l'heure, notamment la Constitution et l'actualité et entrer avec les migrants. Nous allons suivre leurs déclarations. Ils se sont exprimés en rapport avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Leur déclaration a été lue par Maître Joël Kitenge. Nous sommes réunis pour réfléchir, définir un langage concerté, médiatique, de quelle manière allons-nous accompagner le président de la République face à ces différentes questions, tantôt qui divident au sein de l'Union sacrée, tantôt qui créent l'inamitié par ceux qui pensent soutenir corps et âme sans relâche ni détour devant la vision du président de la République. Voilà pourquoi
nous nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cadre qui est connu de tout le Quinois pour réfléchir devant ces différentes questions. Et pour ce qui nous concerne, pour nous, primo, nous réitérons notre loyauté, notre indéfectible, sans faille, ni argument derrière la vision et les actions et tout projet initié par le président de la République, notamment celui de la révision ou changement constitutionnel. Les accords signés par le président de la République avec le gouvernement américain, à ce qui concerne recevoir de manière transitaire le migrant venu des États-Unis, et réfléchir et accompagner l'initiative du président de la République quant au dialogue, celui qui sera tenu conformément et soutenu par le format institutionnel. Et très bientôt, après cette rencontre, nous espérons que le président de la République, qui n'a cessé d'ouvrir ce couloir, d'accepter un dialogue, une discussion directe entre lui et tous les communicants qui n'ont cessé de l'accompagner depuis plus ou moins 7 ans. Au Moyen-Orient, toujours pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Réunis samedi au Pakistan, les deux pays n'ont pas réussi à s'entendre malgré les différentes sessions de négociations. Les tensions restent persistantes. Plus de détails dans ces commentaires. Les discussions de paix entre les États-Unis et l'Iran tenues récemment au Pakistan ont pris fin sans accord durable. Malgré un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines obtenu grâce à la médiation pakistanaise, les deux pays n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions d'une paix durable. L'annonce a été faite le 12 avril 2026 par le vice-président américain. Nous avons travaillé pendant 21 heures. Nous avons eu plusieurs discussions de fond avec les Iraniens. Voilà pour les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis. Nous rentrons donc aux États-Unis sans avoir trouvé d'accord. Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent. Les négociations ont rapidement montré leurs limites, chaque camp restant ferme sur ses positions. Washington exigeait notamment l'arrêt du programme nucléaire iranien et des garanties sur la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le transport mondial du pétrole. De son côté, Téhéran rejette ces conditions qu'il juge contraignantes. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad, a dénoncé une tentative américaine d'imposer ses exigences, rappelant la volonté de l'Iran de défendre sa souveraineté. Cet échec fragilise fortement le cessez-le-feu en cours, même si le Pakistan appelle les deux parties à maintenir la trêve et à poursuivre le dialogue. La situation reste donc très incertaine dans une région déjà marquée par des fortes tensions. Malgré la rupture des pourparlers, les États-Unis affirment laisser la porte ouverte à des futures discussions, espérant encore convaincre Téhéran de revenir à la table des négociations. Et pour finir, la communauté chiite de la RDC a organisé à l'Université islamique du Congo une conférence pour commémorer le 40e jour de l'assassinat de l'ayatollah, guide suprême de la révolution islamique. La cérémonie a retracé son parcours biographique, académique et religieux, saluant en lui un symbole de courage et de sacrifice. Prières, témoignages et discours ont marqué la rencontre. 40 jours après l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, les musulmans du monde entier, dans différents endroits, n'ont pas dérogé à la tradition. En RDC, la communauté islamique chiite s'est réunie à l'Université islamique du Congo pour une conférence au cours de laquelle les participants sont revenus sur les parcours élogieux et inspiré d'Ali Khamenei, guide suprême, en sa mémoire. Biographie, parcours académique, mais aussi religieux, pour eux, les guides suprêmes demeurent un symbole de courage, ayant accepté de mourir en martyr pour la souveraineté de son pays. Pour nous, c'est un modèle. Il n'a pas eu peur de la mort. Il est mort en martyr malgré les accommodements.
autres, ils savaient que les ennemis allaient attaquer, il avait envie de les tuer, mais il n'a pas repoussé chemin. Il est parti puisqu'il avait foi en Dieu et nous croyons que dans notre foi, il est parmi les martyrs et il aura une bonne place au paradis. Les participants ont salué la mémoire de l'ayatollah comme celle d'un leader dont l'engagement continue d'inspirer au-delà des frontières. À travers cette commémoration, la communauté islamique chiite en RDC a réaffirmé son attachement aux valeurs qu'il incarnait, notamment les courages, la foi et les sacrifices, tout en appelant les fidèles à poursuivre son héritage dans la recherche de l'unité et de la paix. Place au rappel des titres, mesdames, messieurs. Les pourparlers de Doha reprennent enfin. Kinshasa et l'AFC M23 ont rendez-vous en Suisse du 13 au 17 avril pour évaluer les deux accords déjà signés. L'enjeu de la rencontre, relancer la paix dans l'est du pays. La jeunesse de l'UNC a mobilisé des milliers de militants au terrain à Sosa hier samedi à Kassavubu lors d'un grand meeting. Le parti de Vital Kamerhe a affiché son ancrage populaire, mot d'ordre, unité, discipline et soutien aux chefs de l'État et aux institutions du pays. Organisées au Pakistan, les négociations entre l'Iran et les États-Unis se sont achevées sans les moindres accords. Malgré plusieurs jours de pourparlers, les deux délégations n'ont trouvé aucun terrain d'entente sur les dossiers clés. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.